Bonjour à tous, c'est Swan BT, j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez me suivre sur Instagram, je vous mets mon petit Instagram ici. Vous pouvez aussi venir me voir sur scène, je suis en tournée dans toute la France. En ce moment c'est complet pendant des mois, mais j'ai remis des dates à partir de janvier 2025. Et vous pouvez venir me voir sur scène aussi dans mon spectacle Calme. À partir de septembre 2024, je vais jouer dans le théâtre Édouard VII, c'est un grand théâtre à Paris, le mardi et le mercredi. J'espère vous voir nombreux. Vous vous apprêtez à avoir un incroyable Il y a plus de saison, c'est un format que j'ai créé dans lequel je rencontre des écolos et c'est un espèce de spectacle drôle qui est capté. Et là, j'ai enfin pu recevoir l'incroyable Salomé Saké, une grande journaliste indépendante, même si je sais que tous les journalistes sont censés être un petit peu indépendants, mais que voulez-vous ? Bref, on a parlé de démocratie, on a parlé de liberté de la presse et c'était vraiment absolument passionnant. Cette femme est incroyable. Avant de lancer cet épisode, je voudrais juste vous parler de la NEF. Ce sont les partenaires de cette vidéo. NEF, il s'agit d'une coopérative bancaire éthique. En gros, c'est un établissement bancaire qui collecte de l'épargne parmi les particuliers comme vous et moi. Et avec cette épargne, elle prête de l'argent à des super projets. Et pour info, seulement à des projets à impact écologique, sociaux et culturel. Ça, c'est pas mal stylé. Si vous suivez mon travail, vous savez que j'aime bien inviter des gens qui ont une vision de la société un petit peu différente de ce qu'on voit dans les médias aujourd'hui. Et il y a quelques mois, on avait reçu Timothée Paric, un économiste de la décroissance, qui m'avait fait halluciner parce qu'il m'avait fait m'interroger sur l'intérêt d'une entreprise à la base. Aujourd'hui, vous et moi, on sait qu'une entreprise, ça peut servir à créer des emplois, à créer de l'argent, mais les conversations avec lui m'avaient fascinée parce qu'il m'avait expliqué qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient comme objectif de faire du profit. La NEF, le partenaire de cette vidéo, son objectif c'est pas de faire du profit, c'est d'avoir une utilité sociale. Et donc ils essayent avec ces 48 000 sociétaires, donc il y a 48 000 personnes qui possèdent des parts de la boîte, de créer un projet collectif. Les 48 000 sociétaires, dont je fais partie, je vous cache pas que j'ai acheté quelques parts il y a quelques années, sont invités à réfléchir avec l'entreprise pour prendre des décisions stratégiques. Par exemple, cette année, elle a demandé à ses sociétaires de débattre sur qu'est-ce qu'elle pourrait faire de ses bénéfices. Une banque d'habitude ne demande pas ce qu'on peut faire avec ses bénéfices. Et bien la NEF, cette année, ils ont gagné plus d'argent qu'ils en ont dépensé et ils ont demandé à tous les sociétaires, tous les gens qui avaient même une toute petite part de l'entreprise, qui avaient donné un petit peu de sous, un petit bout de l'entreprise, ils ont tous débattu ensemble de ce qu'ils pouvaient faire de ces profits. Si vous aussi vous avez envie de contribuer à ce projet de banque éthique, je mets un petit lien dans ma bio et vous pouvez soit placer un petit peu d'épargne sur la NEF, soit carrément devenir sociétaire en prenant des parts, comme moi-même je l'ai fait. Et si vous avez juste envie de voir comment ça marche, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la bio. Je vous fais des bisous. Profitez bien de ce Il y a plus de saison exceptionnel. Ouais. Vous êtes venus voir Salomé Saké ? Les places se sont remplies tellement vite. Moi, dans la vie, j'ai un spectacle de stand-up. Et j'ai beaucoup de jalousie qui s'est développée. En 2 secondes, ça s'est rempli. Il y a des gens qui aiment Salomé Saké ici. Dites-le plus fort, 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 fort. Incroyable. Trop bien. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient au spectacle avec Hugo Clément juste avant ? Les autres sont des woke en colère. Est-ce que c'est vous qui m'avez dit que j'étais d'extrême droite ? Emoji vomi. Calmez-vous. Non, merci. Ouais, j'ai interviewé Hugo Clément juste avant. J'avais une robe jusque-là. Vous vous rendez pas compte de ce que c'est que d'être une femme sur Internet ? Là, j'invite une féministe, je peux vous montrer mes boobs à tout va. Imagine, j'étais là, Hugo Clément. C'était fini pour moi sur Internet. Donc là, je me suis mis hyper bonne. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir Salomé ? Mesdames et messieurs, un maximum de bruit pour Salomé Saké, s'il vous plaît.
incroyable. Ça va, Salomé? Très bien, et toi? Oui, très bien. Elle m'a dit, je suis jamais passée dans une foule qui m'applaudit. Je me suis dit, ça doit être ça, de faire de la politique, parce que moi, c'est vraiment mon quotidien. Toi, quand tu fais des conférences, les gens sont là, non, je ne suis pas d'accord. Et moi, je suis là, bonsoir à tous. Donc, merci d'être venue, Salomé. Je vais faire un petit portrait de toi. J'ai peur. Tu as raison. Salomé Saké, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie de t'accueillir ce soir, car c'est la première fois qu'on reçoit une chroniqueuse de France Inter, mais qui a vraiment bossé son sujet. Pas comme Guillaume Meurice qu'on a reçu la dernière fois. Ce gros nulos qui m'a forcé à devenir végétarienne devant tout le monde. Tout le monde veut savoir si j'ai respecté ma promesse. C'est mon intimité. Tu es journaliste spécialisée dans les questions économiques, sociales et environnementales, les inégalités hommes-femmes et la jeunesse. Tu es donc passionnée de tout ce qui est en train de mourir en ce moment. Tu es la chef du service de réanimation de la France. Tu exerces ton métier sur plusieurs médias, notamment Socialterre, France Inter et bien sûr le média en ligne Blast, sur lequel tu publies des vidéos sur l'économie qui cumulent des centaines de milliers de vues et où tu dis en résumé « Notre société actuelle est en gériatrie ». Grâce à tes analyses brillantes et à ta rhétorique parfaite, tu es l'une des journalistes les plus en vogue actuellement. Chacune de tes vidéos Blast accumule des centaines de milliers de vues. Chacun de tes posts sur Instagram ou Twitter amasse des milliers de likes. Tu es souvent invité à t'exprimer dans d'autres médias. Tu as même récemment interviewé un ancien président. Vous avez vu cette dinguerie? Et souvent, les gens qui commentent sous tes vidéos sont là. Les bonnes femmes, ras-le-bol de vos harcèlements. Genre sexuel, mal baisé. Occupez-vous de vos enfants, plutôt. Ce qui est symbole de succès quand on est une femme sur Internet, si vous pouvez avouer. Incroyable. Tu es née en 1995 de 2 parents fonctionnaires. Tu as grandi en Ardèche, le seul département de France sans aucune gare SNCF et sans aucune autoroute. Tu as évidemment passé une enfance de rêve, à jouer dans les rivières et tout. Par contre, l'adolescence, c'était plus difficile. Tu dis en interview que tu faisais du stop avec ta meilleure amie pour pouvoir t'échapper un peu. Alors, où allait-elle, allez-vous vous demander? Elle allait là où les gens allaient. Elle faisait du stop. C'est incroyable, les voitures, elles s'arrêtaient. Tu dis dans une interview, les voitures s'arrêtaient, on nous demande « Vous allez où ?» Et on répondait « Vous allez où, vous ?» Et pour savoir, heureusement que vous êtes des meufs. Heureusement que vous êtes des meufs. Imagine, tu t'arrêtes en voiture pour prendre 2 mecs qui font du stop, tu leur demandes où ils vont et ils te répondent « On va exactement où tu vas. » Et on y va maintenant, en direct. Ou alors c'est vous qui avez inspiré la célèbre chanson « J'irai où tu iras ». Je me demande, ouais. C'est pas une chanson d'amour, hein. C'est l'histoire d'une adolescente ardéchoise en galère. Céline Dion a hésité à appeler cette chanson « J'irai n'importe où, mais pas ici. S'il vous plaît, emmenez-moi par pitié. J'irai n'importe où, mais pas ici. » Tu es une travailleuse acharnée. Au début de ta carrière, tu racontes que tu pouvais travailler jusqu'à 100 heures par semaine, à tel point que parfois, tu oubliais de manger. Alors, il m'est arrivé aussi de beaucoup travailler dans ma vie. Mais jamais je n'ai oublié de manger. C'est quoi la prochaine étape? Oublier de dormir? Oups, je suis sur ma 3e nuit blanche. J'ai perdu ma tête. Dans une interview, tu dis « Il y avait une période de ma vie où il m'arrivait de me réveiller à 4 heures du matin pour enregistrer une voix off sombre de reportage parce que tu avais oublié... » C'est vrai. Parce que tu avais peur d'oublier tes idées le lendemain. Je veux mettre la main sur ces notes vocales, ces enregistrements. Il est 4 heures, les camions poubelles. Pourquoi les camions poubelles passent-ils si tôt? J'ai envie de faire pipi. Pourquoi ai-je envie de faire pipi la nuit? Pourquoi oublie-je avant d'aller au lit?
ma pauvre. En mars dernier, tu publies ton premier livre, Sois jeune et tais-toi, dans lequel tu dresses le portrait d'une jeunesse en proie à une détresse économique et mentale sans précédent. Une jeunesse souvent critiquée par les parents qui sont là. Oui, moi, à ton âge, j'avais déjà un CDI, j'étais déjà propriétaire, qu'est-ce que t'attends ? Bah, j'attends que tu meurs, en fait. Bah, afin d'accéder à la maison. L'évidence. Pour recueillir des témoignages pour ton livre, tu racontes y être allé complètement au hasard. Partout où je passais et où je voyais qu'il y avait des jeunes, je disais « Au fait, excuse-moi, tu veux pas me donner une petite interview ?» Et la meuf, hyper relou. « Excuse-moi, pardon de te demander ça en pleine épilation du cif. Est-ce qu'on peut faire une petite interview? C'est pour le futur de la jeunesse. Alors, désolée de te déranger pendant ces funérailles de tes deux parents apparemment, et de ton chien. Mais bon, une petite interview, ça te branche? Excuse-moi, je sais qu'on est dans une ligne 13 à 7h15 du matin. Mais j'ai mon petit micro, là. Tu me dévoilerais pas toute ta vie privée, là? Pour savoir. Tu dis que lorsque tu es déprimé, tu regardes des vidéos de Gisèle Halimi, de Simone Veil ou de Bruno Latour. Franchement, je te comprends, enfin. Moi, perso, quand je suis déprimée, je regarde des compilations des meilleures conférences de Pierre Bourdieu. Mais bon, après, c'est pas une compétition, hein, mais... c'est quand je suis déprimée. D'ailleurs, toi-même, tu rêves d'être propriétaire. Et tu dis, pour combler l'insécurité psychologique financière. C'est marrant parce que devenir propriétaire, c'est vraiment pas un rêve de gauche, quoi. J'imagine que tu caches ce rêve quand tu rencontres des gens qui admirent ton travail. Je t'imagine en tournée pour la promo de ton livre, aller regarder les vitrines des agences immobilières. Caché sous une casquette et des lunettes de soleil. 3 000 € le mètre carré à Saint-Étienne, intéressant. Mais si je viens habiter à Saint-Étienne, je serais obligée de regarder beaucoup de vidéos de Bruno Latour. Dur choix. Tu es végétarienne par conviction. Et tu racontes en interview que c'est difficile parce que tu aimes beaucoup, je cite, le saucisson et la carcasse de poulet. Alors, aimer le saucisson, je peux comprendre. Moi-même, depuis la dernière discussion avec Guillaume Meurice, il m'est arrivé de me masturber en pensant au saucisson. Les rillettes de porc, à la limite. Bon, mais la carcasse de poulet, Salomé. Toi, avant, au repas de famille, on te jetait des os de poulet à manger. Ils retiraient la main vide pour pas te faire manger comme ça. Ça va, Salomé? T'as encore faim? Il reste des cadavres de cheval dans la grange, si tu veux. Quoi qu'il en soit, tu es aujourd'hui l'une des journalistes engagées qui compte le plus en France. L'une des voix qui porte le plus haut le combat pour la vérité, pour la justice sociale et la lutte écologiste. Et pour tout ça, merci beaucoup d'être ici ce soir, Salomé Saké. Ça va, Salomé? Quelle présentation! T'as fait plus de travail que tous les journées. Je me rappelle même pas avoir dit ça un jour. Mais c'est vrai. La carcasse? Le truc de la carcasse, c'était Mais c'est vrai ou pas? Mais c'est complètement vrai. J'ai mes sources. Mais c'était donc... J'ai dit ça quand? Franchement, je saurais pas te dire. Tu saurais pas. Ouais. Je me suis dit, c'est bizarre de l'assumer comme ça, mais je pense fait que hyper psychopathe. Ça doit être un truc de la presse régionale d'il y a 4 ans. Hein. Ouais, je pense pas dire ça. J'ai bien bossé. Et les journalistes qui m'aident à préparer, surtout. Il y a 2 ans, tu as vécu une véritable scène de film sur un plateau télé. Est-ce que tu peux nous raconter? Oh, ça Ouais. c'est la scène Ouais. qui effectivement a fait beaucoup de bruit à l'époque. Donc c'était sur le plateau d'Arte de 28 minutes et on parlait de réchauffement climatique et de la COP 26, je crois que c'était à l'époque. Et des éditorialistes sur le plateau mentionnaient que quand même la Chine, tout ça, et que c'était pas vraiment à nous de... Je sais même pas comment c'est parti en vrai, je sais plus exactement. Mais en tout cas...
qui minimisait l'importance de la France, et ça m'a un peu agacée. Dans le réchauffement climatique. Dans le réchauffement climatique, ouais. Exactement. Et ça m'a un peu agacée. J'ai dit, mais attendez, là, en fait, même en cas d'un échec du multilatéralisme, c'est important. Vous serez peut-être plus là pour le voir, mais moi, je vais a priori subir longtemps les conséquences du réchauffement climatique. Et en fait, il y a quelqu'un sur le plateau. Après, tu donnes des données très claires sur le monde apocalyptique à plus 4 degrés. Et là, tout le monde rigole. Quelqu'un a fait une blague. Ouais. Parce que j'ai dit ça. Donc, il a dit, bah, merci pour nous. Parce que c'était une personne beaucoup plus âgée que moi. Et en fait, ça a déclenché un fou rire sur le plateau. Honnêtement, comme parfois ça arrive sur les plateaux de télévision, c'est un truc un peu communicatif. Et moi, je suis restée très sérieuse. Ouais. Parce qu'en fait, le sujet me semblait très sérieux. Alors, tu continues à expliquer en fait que, un monde apocalyptique. Je sais pas s'il se moquait vraiment du réchauffement climatique. Hein. Il y a peut-être eu aussi un malentendu. En tout cas, la séquence a été prise, elle a été mise sur les réseaux sociaux, et surtout le comparatif a été fait avec Don't Look Up, le film qui est sorti juste après cette séquence. Et Netflix France a repris sur son compte Twitter. Donc à partir de là, c'était terminé. Je tiens à dire que c'est pas moi qui ai dit c'est comme Don't Look Up. J'ai pas voulu pousser ça, et ça m'a mis ultra mal à l'aise, honnêtement, à l'époque. Oui, donc en gros, toi, t'as pas eu l'impression que tout le monde ricanait bêtement alors que tu parlais d'un truc catastrophiste. C'est juste plusieurs conversations et qui se sont superposées. En fait, c'est pas particulièrement là. En tout cas, c'était pas à ce moment-là. Je pense que de manière générale, dans les médias, on prend pas assez au sérieux la question du réchauffement climatique. On prend pas assez au sérieux la question de l'écologie. On n'y passe pas assez de temps. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'ensemble des médias. Mais là, ça s'est cristallisé dans cette séquence aux yeux du public, surtout. Parce que moi, je l'ai pas vécu comme il se moque particulièrement de moi. Okay. Simplement, voilà, c'est un ton aussi détendu qu'on a sur ce plateau, sur d'autres plateaux. Parfois, quand on parle est beaucoup plus drôle qu'Arte en général, mais... Voilà, non, sur ce plateau, je voulais dire le plateau d'Arte. Qui était... Je saurais pas expliquer ce qui a fait cette séquence. En tout cas, je sais que les journalistes, après, m'ont dit, notamment l'un d'entre eux, qu'ils voulaient pas rire du réchauffement climatique, qui riait de la blague, et ça a pris des dimensions pas possibles. Et en fait, ce qui se passe dans ce type de séquence télé, c'est qu'on en est dépossédé. On n'a plus, après, le contrôle sur l'image qu'on renvoie. Il y a une interprétation qu'en est faite. Ça, on peut l'appliquer à beaucoup de séquences de télévision, et ça m'a propulsé, et c'est ça qui est un peu inquiétant, en réalité, ça m'a propulsé en spécialiste climat, ce que je ne suis pas. Ce que je ne suis toujours pas, ce que je n'étais encore moins à l'époque. Et donc, on a commencé à m'inviter sur des plateaux de télévision pour donner mon avis sur... Et toi, t'étais là, il fait chaud. C'est ça. Apparemment, il n'y a plus beaucoup de scarabées. On n'est pas dans la merde. Tu as donc passé un master. Mais comment tu t'en es sortie, ouais. Non, je pense que ça montre aussi la pauvreté du débat, en fait. Surtout, encore une fois, il y a quelques années, où il suffit de donner des données qui étaient élémentaires. Ce que je racontais était vraiment le b.a.-ba de l'écologie pour être identifié comme quelqu'un qui peut s'exprimer sur l'écologie avec une certaine expertise, alors qu'à ma place, on aurait dû, en réalité, avoir des scientifiques. Après, moi, on m'a proposé... J'ai fini par accepter, au début j'ai même pas accepté d'ailleurs, j'ai fini par accepter une intervention sur un plateau. J'ai parlé avec une certaine conviction, en tout cas, des conséquences du réchauffement climatique. Et en fait, moi pour faire ça, eh bien, j'étais aidée parce qu'encore une fois, je n'avais pas cette expertise-là. Donc je me suis mise à rattraper un peu toute la méconnaissance que je pouvais avoir de l'écologie pour essayer d'en parler le plus justement possible sur les plateaux de télévision. À l'époque, je peux lui rendre hommage, c'est ma collègue Paloma Moritz, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est à Blast, qui fait l'écologie. C'était elle, la spécialiste, en réalité. C'était elle qui aurait dû parler de ça à ce moment-là. C'était moi qui étais invitée, et elle, pas du tout mauvaise joueuse, puisque au contraire, elle m'a aidée, elle m'a fait des fiches, elle m'a dit, OK, là, faut que tu sois bien positionnée sur ça, faut que tu arrives à donner ces chiffres-là qui sont importants. Et donc, ça a fait que ça a accéléré le fait que je parle de plus en plus d'écologie, mais je le répète tout le temps, je suis pas spécialiste de ça. Ça fait pas 20 ans que j'étudie les questions écologiques. Simplement, j'essaie de les intégrer aux questions économiques, aux questions de jeunesse, aux questions de société de manière générale que je traite, parce que je crois que l'écologie ne doit pas rester une rubrique à part dans les médias. C'est quelque chose qui touche tous les domaines de notre vie. Et en réalité, tous les journalistes devraient avoir un minimum de connaissances sur ces questions-là. Trop bien. Toi, tu... Toi, tu travailles pour des médias du service public ou bien des médias indépendants comme Blast. Et tu dis que tu refuses des collaborations avec des médias qui te proposent parfois 3 fois ton salaire. Ça va pas bien. Où est-ce que j'ai dit ça encore? Non, c'est vrai. On devrait peut-être pas dire ça si tu veux une augmentation, mais bon, bref. Oui, c'est ça. Je suis en train de niquer sa vie financière. Moi, j'ai une question. J'en ai plein d'ailleurs, c'est vraiment le but de ce soir.
Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une responsabilité en tant que journaliste des sujets que l'on traite, bien sûr, mais aussi de pour qui on travaille? Ça, c'est une très bonne question et une très vaste question qui m'obsède un petit peu depuis que je suis journaliste. Parce que ça pose la question du modèle économique des médias, ça pose la question de l'indépendance des médias. Et aujourd'hui, il se trouve qu'il y a des médias en France qui sont quand même moins indépendants que d'autres, pour ne pas citer CNews. Et il y a quand même des problématiques qui se posent en termes d'indépendance du journalisme, en termes de ligne éditoriale aussi. Et moi, j'ai cherché déjà des médias qui avaient une ligne éditoriale qui me correspondait, c'est-à-dire en termes de sujets qui étaient choisis. Donc, ne serait-ce qu'un média qui parle d'écologie, qui parle de droits des femmes, qui fait pas... qui en tout cas, met en valeur de la manière. Elle est en train de se demander qu'est-ce qui va être de la diffamation. Oui, je suis vraiment en train de me dire exactement. Je vois quelque chose que j'ai découvert en insultant un peu trop Patrick Bouillon. On m'a dit, ça c'est diffamation, c'est-à-dire, c'est une blague. Donc, en tout cas, le choix des médias se pose, et c'est effectivement un choix qui est difficile en tant que journaliste, parce que c'est un écosystème qui est précaire. Globalement, quand on commence sa carrière de journaliste, très très peu de journalistes sont bien payés, voire même ne serait-ce qu'on a un CDI, donc on n'a pas forcément le choix. Moi, j'ai eu la chance d'avoir la possibilité de travailler pour le service public, ce qui me correspondait aussi en termes de ligne, en termes d'indépendance à ce moment-là, et ensuite d'être embauché par Blast, qui est un média financé par ses abonnés. C'est un contenu qui est gratuit, donc ça c'est ce qui nous différencie aussi d'autres médias en ligne, c'est-à-dire qu'on fait un pari un peu fou à Blast de dire bon, on vous donne ce contenu gratuitement, mais si vous voulez qu'on continue à vivre, il faut nous donner de l'argent et faites-le en fonction de vos moyens. Jusqu'à présent, tu peux regarder la caméra directement. Voilà. Si tu veux. Donnez-nous. N'hésite pas, moi pour ça aussi. Non, mais c'est parce qu'on croit aussi que l'information est un bien public, que c'est quelque chose qui devrait être accessible à toutes et à tous, y compris ceux qui peuvent pas, celles et ceux qui ne peuvent pas se payer un abonnement. Et en même temps, on est bien soumis à des contraintes économiques quand même assez importantes qui font qu'on a besoin de réussir à lever de l'argent. Donc on n'a pas de publicité. On n'a pas d'actionnaires majoritaires, on n'a pas de milliardaires qui nous financent, et on a un petit peu maintenant d'argent public avec le CNC notamment, et quelques, je serais pas capable de le décrire, mais et du Fonds pour la presse. Et moi donc. Voilà. Oui, je sais pas pourquoi je te regarde. Ne cherche pas du soutien à ce niveau-là de l'explication de. Non, mais comment on paye ton petit CDI. Ce qui nous donne la possibilité d'avoir une indépendance quand même assez importante. Je pense qu'on n'est jamais complètement indépendant en tant que journaliste. Ne serait-ce que parce qu'on est dépendant de notre public, de nos lecteurs, de ceux qui nous regardent. Mais je pense qu'on arrive à atteindre, en tout cas, ce que je considère être le plus proche de l'indépendance avec Blast, et j'en suis ravie. Mais je comprends parfaitement qu'il y ait des journalistes qui se disent « Je vais dans une chaîne privée dont je ne partage ni la ligne, ni les sujets qu'ils choisissent, ni le modèle économique, mais parce qu'à un moment, il faut bien manger aussi. » Et c'est ça qui est un peu complexe. Il y a plein de milliardaires qui possèdent des chaînes télé, la presse, etc. Il y a Bolloré qui a été auditionné récemment et qui dit... il s'auto-contredit pendant cette audition. Il dit, si je ne crois pas quelque chose, je ne vais pas le mettre dans mes antennes. Donc il y a un moment où il assume complètement de dire, on diffuse que ce que je crois. Est-ce que la presse, c'est vraiment un contre-pouvoir aujourd'hui ? Je crois que ça pose la question du rôle du journalisme, et c'est une question qui est d'intérêt public et qu'on doit se poser même quand on n'est pas journaliste, en fait. C'est un pays où il n'y a pas une presse libre, ce n'est pas une démocratie. Et à quoi sert la presse? À quoi ça sert le journalisme? En tout cas, moi, dans ma conception du journalisme, c'est un contre-pouvoir. C'est-à-dire que c'est un pouvoir qui va contrôler les autres pouvoirs. C'est le quatrième pouvoir. C'est parce qu'on a des journalistes qui surveillent que des politiques ne puissent pas être corrompus, par exemple, ne puissent pas être pris au cœur de scandales, qu'ils vont aussi faire attention. C'est parce qu'on peut questionner ce qui se passe du côté de la justice, du côté de l'exécutif, du législatif, du judiciaire, qu'ils peuvent aussi bien fonctionner. Et ensuite, ça a une deuxième fonction qui est de permettre aux citoyens d'être des citoyens éclairés, d'être des citoyens informés, qui ensuite vont prendre des décisions au quotidien, que ce soit par le vote, mais aussi par la consommation, par l'engagement associatif, par toute la manière dont toutes les manières d'être citoyen sont liées au fait dont on accède à l'information. Et c'est pour ça qu'elle est si importante, cette information, et que nous, notre rôle, c'est de faire émerger des sujets d'intérêt public. Et donc, quand on revient au modèle économique des médias, c'est est-ce que les médias aujourd'hui nous permettent d'informer correctement les citoyens et les citoyennes sur les sujets d'intérêt public qui, à la fin,
nous permettent de mieux faire société ensemble. Et c'est pour ça que le journalisme, pour moi, a un rôle politique, même quand il n'a pas l'air d'avoir un rôle politique. C'est même le journalisme culturel, tout ce qui va permettre de façonner notre savoir, de ce qu'on sait du monde, de savoir nos connaissances, nos imaginaires, eh bien, c'est fondamental, en fait, pour faire société ensemble. Et donc, parfois, dans certains médias, pour ne pas citer ceux de Bolloré, on entrave cette capacité des journalistes à avoir ce recul-là, à pouvoir exercer leur métier totalement librement. Mais on parle beaucoup de Bolloré, parce qu'il est un peu... c'est facile de taper dessus. Il est très, très conservateur. Il sort des phrases comme tu viens de les sortir. Il y a des personnes qui ont été licenciées très ouvertement dans ces médias parce que ils avaient dit des choses qui allaient à l'encontre de ses croyances. Donc, c'est assez simple. Mais en réalité, il y a d'autres milliardaires qui possèdent d'autres médias. Qui sont plus discrets. Et c'est là où c'est un fonctionnement qui est un peu complexe à comprendre. C'est que c'est pas les milliardaires qui disent aux journalistes quoi écrire. Ça ne se passe jamais comme ça. Globalement, ils interviennent quasiment jamais. Par contre, on sait quand même qui sont les actionnaires principaux. Et on a eu un exemple très récent avec le journal La Provence. La Provence, c'est un journal régional. La presse régionale est à vraiment ne surtout pas sous-estimer. Ça a beaucoup d'impact. Ça a encore beaucoup de lecteurs, notamment des personnes un peu plus âgées. Et ça joue un rôle démocratique très important. Et c'est une partie de la presse qui est très importante. Et ils ont titré, lorsqu'Emmanuel Macron est venu il y a 10 jours à Marseille, alors je ne sais plus exactement quelle est la citation, mais c'est des guillemets. C'est quelqu'un qui vit dans une cité à Marseille et qui dit lui, il est reparti, mais nous, on reste ici. Ils ont titré ça. 2 jours après, le directeur de la rédaction recevait une lettre préalable au licenciement. Ça, c'est une entrave majeure à la liberté de la presse. Ça a heureusement fait hurler beaucoup dans les syndicats. Il y a eu une mobilisation et donc là, a priori, il est en train d'être réhabilité. Et alors, on se demande, mais à qui appartient la Provence ? Pourquoi ? Il se trouve que dans les actionnaires de la Provence, il y a CMA CGM, qui est donc une très très grosse entreprise multinationale qui a des liens avec le gouvernement qui ont été quand même documentés. Et donc nous on connaît pas trop la presse, donc là j'ai l'impression que tu sors un potin de ouf. Ouais. Non mais alors qu'apparemment tout le monde le sait depuis longtemps, mais pas moi. Moi j'avais pas. Je me suis dit, ça va faire le buzz. Et en fait, les gens sont... Non, mais c'est très... En fait, c'est pour vous montrer que si on ne protège pas cette liberté, cette indépendance, on peut très, très vite nous l'enlever. Là, je vous donne un exemple, mais on en a très, très régulièrement. Donc, ça veut pas dire que tous les journalistes qui travaillent pour des médias qui sont privés ou qui appartiennent à des milliardaires n'effectuent pas un travail de grande qualité à plein de reprises. Ça veut pas dire qu'ils ont le milliardaire derrière, mais ça crée un cadre qui ne laisse pas une totale liberté d'expression s'exprimer. Et en plus, et on va finir là-dessus, il y a une uniformité de pensée dans le milieu journalistique, ou en tout cas de point de vue. Ça ne veut pas dire que c'est tous les journalistes, je précise, pour éviter tout problème, mais il y a quand même un certain point de vue. C'est par exemple ce qui a été beaucoup reproché aux journalistes pendant le mouvement des Gilets jaunes, où on disait, mais là, vous exprimez un point de vue très parisien, qui était clairement défavorable aux Gilets jaunes. Donc il y a une manière de voir le monde qui est liée au modèle économique des médias, parce que, encore une fois, quand on est précaire, si vous voulez être journaliste, vous avez intérêt à avoir un petit peu de patrimoine à côté, vous avez intérêt à avoir des parents qui vous aident, ça va vous permettre de plus facilement accéder à ce type de profession. Il y a tous les mécanismes de reproduction sociale. Et ensuite, il y a ce cadre, notamment dans les médias privés, où il y a la prédominance d'une pensée plutôt libérale. Alors, encore une fois, ça ne concerne pas forcément tous les médias, mais donc ça nuit à la pluralité du débat, en fait. Et ça nuit à l'émergence de certains sujets d'intérêt public. Désolée, c'est un peu long, mais je pense que c'est ma raison d'être. C'est jamais devenu intense aussi vite, il n'y a plus de saison, mais c'est absolument incroyable. Moi, je fais vite je suis habituée au plateau télé. Ouais, super les blagues. Alors, comment qu'on va niquer les milliardaires, c'est dangereux. Bon, on va faire un petit jeu. Tu as fait une transition incroyable. Et on va lancer ce jingle incroyable. Qui est un peu long, j'avoue. En gros, dans les médias traditionnels, ils s'appuient souvent sur une théorie de l'économie, enfin sur une économie qui se dit neutre. Toi, tu es journaliste économique. Et donc, j'ai l'impression que toi, ton travail, il sert à montrer que tout ça est une illusion, en tout cas qu'on pourrait faire autrement. Et interviewer des personnes qui ont d'autres visions économiques, etc. C'est un jeu, c'est pas une question. Très bien. J'allais pas répondre. On commence pas, je fais sur une réponse de 18 minutes.
J'ai eu Hugo Clément avant qui a monopolisé sur la biodiversité et les cétacés. Donc je vous propose un petit jeu, à toi et au public. Je vais vous dire des trucs et vous devez me dire si c'est vrai ou faux. Laquelle de ces affirmations est vraie ? 1. On est obligé de rallonger l'âge de la retraite jusqu'à 64 ans. 2. Salomé Saké est fan de Julien Clerc et de sa chanson Mélissa Métis d'Ibissa, qui est extrêmement problématique. 3. Quand je rencontre quelqu'un qui me dit « Tu me reconnais pas ?» j'ai toujours peur que ce soit quelqu'un avec qui j'ai couché. Quelle est la bonne réponse ? C'est évidemment la bonne réponse. Ceci dit, j'adore Julien Clerc. J'ai eu très peur. J'ai donc fait une grosse erreur journalistique. Pourquoi est-ce qu'on n'était pas vraiment obligé de rallonger la retraite à 64 ans ? T'es pas obligé d'argumenter, mais tu peux me dire... Non mais t'es pas obligé... Non mais... Je vais faire rapide. T'es pas obligé de donner ton avis, mais tu peux... faire Je sais que t'as interviewé plein de personnes qui en parlent, donc... Non mais parce que Salomé, elle a cadré un peu mon interview. Tu m'as censuré, voilà. Bolloré, c'est toi, en fait. Non, mais c'était hyper difficile de préparer cette interview et très intéressant parce qu'en fait, toi, tu donnes la parole à des gens, mais tu donnes très rarement ton opinion. Donc c'est pour ça, je te fous pas la pression sur ça. Tu peux nous éclairer sur les opinions d'autres personnes en 40 secondes maximum. Ok. Alors, je vais citer un économiste qui s'appelle Michael Zemmour, qui a montré qu'il y avait différentes alternatives à cette réforme des retraites, que cette réforme est une des possibilités pour lutter contre le déficit. Moi, je pose une simple question. On a un déficit, d'accord ? Il faut qu'on trouve de l'argent. On s'est tout de suite dit, bah, évidemment, les gens qui travaillent maintenant vont travailler plus longtemps. Pourquoi est-ce qu'on ne serait-ce que pas poser la question de pourquoi on ne prendrait pas l'argent aux retraités qui ont les rentes les plus élevées, pas les petits retraités ? Puisqu'on a un déficit, pourquoi ce ne sont pas les plus aisés et les plus confortables dans cette retraite ? En fait, la question n'est même pas posable dans le débat public. Je m'arrête là. Incroyable, bravo. Laquelle de ces affirmations est vraie ? Une seule affirmation que je vais dire est vraie. 1. Salomé Saké a un tic qui consiste à se toucher l'arrière du genou à chaque fois qu'un politique ment. 2. On est vraiment obligé de faire 10 milliards d'euros de coupes budgétaires, notamment en coupant dans la transition écologique et la recherche. 3. J'ai déjà participé à l'émission On ne demande qu'à en rire et c'était une catastrophe. Quelle est la bonne réponse ? C'est tout à fait ça. Vous êtes dur, hein ? Je me shame toute seule. J'espère qu'on pourra jamais la retrouver. Pourquoi j'ai donné cet indice aux internautes ? Quand on dit on doit faire absolument une coupe de 10 milliards dans le budget, est-ce que c'est vrai ? Enfin, est-ce que c'est la seule vérité ? Ah non, clairement pas. Et surtout sur quel budget ? Parce que c'est le budget gouvernemental, tu l'as bien dit. Enfin, il y a 2,2 milliards d'euros rien que sur l'écologie, alors qu'on est en pleine crise écologique. Ça n'a aucun sens, en fait, en termes de priorité. Et donc, c'est un choix. On pourrait choisir de taxer les plus riches pour... je prends une idée un peu facile. Un exemple comme ça. Taxer les plus riches au hasard. Comme ça, ça passait par la tête. Je me suis saisie de l'idée. Non, mais je veux pas paraître démagogique, mais c'est simplement pour montrer que c'est une des alternatives. C'est une des possibilités qu'ils ont choisies. Ce n'est pas une fatalité. Et en économie, il n'y a quasiment jamais de fatalité. Il n'y a que des choix politiques. Incroyable. Laquelle de ces affirmations est vraie ? J'apprends à être courte, hein. Laquelle des affirmations suivantes est vraie ? 1. Une partie de la population profite du système pour être au chômage et ne pas travailler. 2. Salomé Saké possède un SUV chez ses parents. 3. Je me suis mariée et mon mariage a duré 5 mois. De chercher la réponse. Vous voulez pas une anecdote de ouf ? C'est que j'ai annoncé à mes internautes que je m'étais mariée et le temps de faire le montage et de publier la vidéo
Ça n'était plus effectif. Et du coup, j'ai demandé au monteur, oui, dis juste, je me suis mariée, enlève toute la partie sur l'amour. À quel point je l'aime, dis juste comme une info, quoi. Et du coup, tu regardes la vidéo et je suis là, je me suis mariée. Voilà, pas de commentaire à faire. C'est vraiment ça, la vidéo. Tout le monde est là, what the fuck? Je suis là, oh, j'avais pas envie de développer. Laquelle de ces affirmations est vraie? 1. Taxer l'héritage est totalement injuste, car on a le droit de transmettre ce que l'on veut à nos enfants. 2. Un jour, Salomé et moi-même, nous nous sommes perdus en forêt. Mais non, mais ne nous donne pas la réponse. Les gens qui voulaient dire et l'héritage et nos enfants. C'est du stress Un jour, Salomé post-traumatique. et moi, on s'est perdus en forêt pendant un total de 3 minutes. Dans la neige, et dégueulasse. Salomé a paniqué. Genre, on va mourir de froid. Et il y a un ours qui va arriver. J'étais là, on peut vraiment revenir sur nos traces de pied, là. C'est pas vrai. Non, Je savais oui, pas non mais plus tu où ne on donnes pas la était. réponse. Peut-être, c'est pas vrai. Réponse numéro 3. Swan porte tout le temps les mêmes chaussettes pour monter sur scène. Quelle est la bonne réponse? C'est pas bien. C'est pas bien. J'étais choquée. C'était Non, abusé. attendez, on peut replacer un peu de contexte ou pas? Oui. On était en fin de journée. Et vous savez qu'il faut pas se perdre dans la montagne en fin de journée. T'avais aucune Attendez, elle a compétence. grandi en Ardèche, elle a un Non. mythe. Elle est là, ouais, la campagne. On était- Il n'y avait pas de station de train, nanana. Il n'y avait pas de train et tout. Il y avait de Elle la a neige paniqué. partout. Oui. Il faisait super froid. Un chemin, des balises. On était en fin de journée. Tu n'avais aucun sens de l'orientation. Ça, et c'est moi vrai. non plus. Ça, c'est vrai, j'ai sûrement dit, c'est par là. Et là, ça devient inquiétant, c'est vrai. On n'avait pas de portable parce qu'on avait dit non, mais on veut rester connecté avec la nature et tout. Donc on avait aucun. Genre vraiment. Et d'un coup. Ça, c'est tout à fait vrai. Ça, c'était Et sûrement mon idée. on parlait, et d'un coup, il n'y avait plus personne, il n'y avait que des arbres, il n'y avait plus aucun repère. Non, ça, c'est pas vrai. J'ai commencé à crier. Oui, tu as crié. Elle était là. Eh oh! Eh oh! Où êtes-vous? Nous étions seuls. Eh oh! Des humains! C'était incroyable. Bon. C'est la fin du jeu, bravo à tous. J'ai plus de crédibilité, c'est fini là. Je crois comprendre que tu t'es mise à l'économie parce que tu as compris que toute décision économique est en fait politique. Ça a été quand le déclic dans ta tête et quand est-ce que tu t'es chauffée à faire de l'économie? C'est une bonne question parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens que l'économie n'intéresse pas. Parce que ça a l'air compliqué, ça a l'air d'être un truc d'expert. Et moi, je faisais partie de ces personnes-là. Je me disais que c'était pas mon truc. Et que moi, mon truc de journaliste, c'était de couvrir la misère sociale, de montrer les injustices et donc de documenter l'extrême pauvreté en l'occurrence. Et notamment pendant le mouvement des Gilets jaunes, où on a beaucoup parlé de ces personnes qui vivaient avec trop peu par mois et qui n'arrivaient pas à vivre dignement. Et ce qu'on nous oppose en fait très rapidement, c'est oui, mais on peut pas faire autrement. C'est économiquement, on peut pas faire autrement. C'est pour ça. Et si ces gens sont dans cette situation, il y a une bonne raison. Et en fait, c'était à force de me heurter à cette espèce de mur d'autorité économique que j'ai eu envie de comprendre et de me dire mais dans quel monde ça c'est le pragmatisme et dans quel monde on peut pas changer ça. Et c'est vraiment en me posant ces questions que j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Et encore une fois, j'avais pas du tout de prédisposition en la matière et où je me suis rendu compte déjà que c'était pas si compliqué. C'est-à-dire que je vais pas écrire une thèse en économie, mais quand on se motive un petit peu à lire juste quelques livres d'économie, des livres de vulgarisation économique, on peut vraiment y arriver. Il n'y a pas besoin d'avoir des compétences particulières. Et ensuite, qu'il y avait plein d'autres alternatives. Et surtout, qu'il y a plein d'économistes qui ont pensé d'autres sociétés, d'autres modes, d'autres manières d'organiser l'économie. C'est pas du tout juste moi qui me dis oh, ça devrait pas être comme ça. Il y a littéralement des personnes qui ont produit des centaines de thèses sur le sujet. Il y a des livres qui existent par milliers sur comment rembourser la dette publique autrement, sur comment financer des territoires zéro chômeur, d'autres emplois, d'autres vraiment manières de structurer l'économie. Et
je me suis rendu compte que ces personnes n'avaient que très peu la parole dans l'espace public, ou quand ils l'ont dans l'espace médiatique, ils sont en minorité. C'est pour ça que je t'ai invité et qu'on peut se demander c'est quoi le lien entre ta présence ici en tant que journaliste économique et l'écologie. Mais c'est justement, j'ai l'impression que tu nous ouvres d'autres imaginaires, que tu nous aides à ouvrir des portes de réflexion, à regarder là où on n'a pas encore regardé et à trouver l'argent là où on n'a pas encore regardé. Et j'aimerais qu'on parle de certains invités que tu as eus qui ont peut-être changé ton regard. Donc tu as reçu Esther Duflo, prix Nobel d'économie, qui dédie sa vie à trouver des solutions très sérieuses pour éradiquer la pauvreté. Et est-ce que tu te souviens de ce qu'elle dit sur cette idée que les pauvres sont fainéants et que les systèmes de protection sociale découragent les gens à travailler ? Ah oui, parfaitement, parce que c'est une interview qui m'a marquée, et ça fait partie des idées reçues qu'on essaie de déconstruire à Blast. C'est que quand on donne de l'argent aux gens, et il y a des expérimentations qui ont été faites et des études sur lesquelles elles s'appuient, on se rend compte qu'ils ne travaillent pas moins quand ils sont moins dans la pauvreté que si on ne leur donne pas d'argent du tout. Donc, au contraire, ils travaillent plus même. Exact. Ça dépend des études. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est pas contre-productif. Donc quand on dit aux gens, mais si on leur donne des allocations chômage, on va en faire des assistés, ils vont moins vouloir travailler, c'est factuellement faux. C'est vraiment, ça va à l'encontre de la littérature scientifique qu'on a sur le sujet, et c'est ce qu'elle raconte, et elle est prix Nobel d'économie quand même. Enfin, c'est pas... Oui, et ces études sont internationales, pas que focus sur la France. Tout à fait. Il n'y a vraiment aucun contre-exemple dans aucun pays. Alors, en tout cas, qu'il y a de la nuance, dans l'interview, elle me dit qu'elle, selon les études dont on dispose, effectivement, on ne peut absolument pas établir de corrélation entre le fait de couper des aides à des personnes, on dit des aides, c'est peut-être même pas le bon mot, ou des allocations, ou là, en l'occurrence, les allocations chômage. Transferts. Exactement. C'est pour ça le mot aide, je voulais pas l'utiliser. Mais faites pas genre, vous savez ce que c'est les transferts. Non, mais ça n'influe pas sur la motivation, et ça change tout. Ça change absolument tout. Une fois qu'on comprend ça et qu'on entend que là, ils sont encore en train, au gouvernement, de vouloir nous faire une réforme pour réformer l'allocation chômage parce que soi-disant les gens travailleraient pas assez, parce que soi-disant ils seraient assistés, c'est même dans leur logiciel libéral faux. Ça ne va pas motiver les gens à travailler plus. Et ça, on peut le montrer. Et pourquoi, écologiquement, c'est important de donner une autre vision des pauvres dans notre monde aujourd'hui ? Est-ce que c'est juste pour dire la vérité, ou est-ce que ça permet pas à d'autres idées d'émerger, redistribuer, mais aussi travailler dans des domaines qui sont pas forcément rentables ? Enfin, en quoi ça peut nous toucher, nous, pour créer un monde plus écologique, de déconstruire cette idée sur les pauvres ? Je pense que déjà, il faut comprendre le lien entre économie et écologie. Si on veut pouvoir engager une transition écologique, ça implique de révolutionner, vous le savez très bien, nos modes de vie, et donc nos modes de consommation, et donc nos modes de production. Et nos modes de production, c'est l'économie. C'est comment on organise la société, qu'est-ce qu'on produit, qui dispose de quoi, et comment on organise ça. C'est vraiment le nerf de la guerre. Donc, au même titre que, effectivement, quand on parle de pauvreté, on a besoin de comprendre l'économie. Quand on parle d'écologie, on a besoin de comprendre l'économie. Et d'ailleurs, je crois que ton deuxième invité, c'était Timothée Paric, qui est économiste, et qui explique justement comment on pourrait organiser cette décroissance. Alors, moi, mon rôle de journaliste, c'est pas de dire c'est ça le bon courant, c'est ça qu'on doit choisir, mais c'est de dire il y a des économistes comme Timothée Paric qui ont pensé... Qui sont très beaux, qui sont très... Non, mais qui ont des idées... Enfin, voilà, quoi. Qui ont... des idées très belles. Qui ont pensé autre chose. Et... ensuite se pose la question de comment on arrive à organiser cette société différemment, à engager, à s'engager collectivement là-dedans. Et ce que nous dit là donc les rapports du GIEC, notamment le dernier rapport du GIEC, c'est que pour réussir à engager la transition écologique, on a besoin de justice sociale. Ces deux mots sont écrits dans les rapports du GIEC. Ça semble un petit peu logique. Oui, alors qu'ils prennent pas, ils soutiennent pas un parti en particulier. Non. C'est important de le dire, c'est apolitique, mais ils disent quand même ça. Alors ils proposent, c'est important de le préciser, le rapport du GIEC, j'imagine que ça a déjà été dit ici, mais ils ne préconisent pas, ils disent pas il faut faire ça, ils disent voilà ce que nous quand même ce qu'on propose comme solution. Et donc dans les solutions, il y a cette notion de justice sociale qui est mise en avant, qui semble tout à fait logique. En plus, c'est-à-dire que si on a une petite minorité qui continue à polluer et à avoir un mode de vie qui n'a rien à voir avec le reste de la population, comment on peut demander au reste de la population de faire des efforts ? C'est exactement la même logique qu'avec les gilets jaunes. Si on met une taxe sur le carburant sur les plus pauvres et qu'à côté on ne propose pas d'alternative et qu'en plus on n'a pas de taxe sur le kérosène, évidemment qu'il y a un sentiment d'injustice et il y a donc un immobilisme politique, et à la fin on n'arrive pas à transformer l'économie de la manière la plus écologique possible. Est-ce que
Et pardon, je termine juste sur le lien entre l'économie, la pauvreté et l'écologie. C'est que c'est aussi un rapport au travail qu'on doit repenser. Et quand on parle d'économie, aujourd'hui, on parle beaucoup des entreprises et du travail, parce que ça occupe votre vie de tous les jours. Et évidemment qu'on ne peut pas rester dans un truc ultra productif et qui continue à polluer la planète. Donc en fait, on a besoin de transformer nos emplois. Pour vous donner un exemple de neutralité journalistique, tout à l'heure, BFM TV a diffusé un sondage où il y avait marqué « Près d'un tiers des Français soutiennent la réforme de la location chômage », alors qu'en fait, quand on y réfléchit, ça veut dire que plus des 2 tiers des gens sont contre. Mais la manière dont on le présente donne l'impression que c'est ça la bonne manière de faire. Comme quoi, tout est une question de manière dont on présente les chiffres. Toi aussi, d'ailleurs, tu dis que tu es journaliste engagée et pas journaliste militante. Tu n'aimes pas quand on te colle cette étiquette à la peau. En fait, le militantisme est une activité très noble. Il faut quand même s'en rappeler, c'est qu'aujourd'hui, c'est utilisé comme une insulte. S'il n'y avait pas eu de militants, moi, j'aurais pas le droit de voter. Personne ne sait que c'est une insulte ici. Hein. Il y a non, que toi mais... qui... Personne n'est là. Ah, journaliste militant. Il y a encore... Dans ton milieu, peut-être. C'est souvent dit comme ça. Enfin, dans des débats, c'est très souvent. Mais vous êtes militant, donc vous n'êtes pas... Vous avez des poils sous les bras. Il n'y a pas de... Non, mais... Des sarouels, des djembés. Vous n'avez pas la même qualité intellectuelle, c'est ça qui sous-tend leurs propos. Donc je pense que c'est important de rétablir l'utilité vitale du militantisme en démocratie. Donc moi, je dis pas du tout que le militantisme, c'est pas bien, je dis juste que ce n'est pas mon métier et que je n'appelle jamais, par exemple, à signer des pétitions, à manifester. J'ai jamais dit pour qui je votais. J'appelle pas à voter pour qui que ce soit. J'ai une manière de fonctionner qui est une manière de journaliste. Et quand on dit que je suis journaliste militante, c'est pour me disqualifier, la plupart du temps. C'est pas pour valoriser mon travail. On sent un petit seum qui monte là. Non mais c'est pour ça que moi je récuse ce terme. Parce que si moi je suis journaliste militante, je vois pas pourquoi les journalistes de BFM sont pas militants non plus. Donc moi je considère, à la limite, effectivement, je peux avoir un certain engagement, mais je me considère pas comme moins objective que les autres ou plus militante que les autres. Et c'est ça, en fait, que j'essaie de faire valoir. C'est la légitimité de ma parole qui n'est pas mieux ou moins bien que celle de mes confrères et consoeurs. Merci. Merci, Salomé. Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret. Ce soir, nous avons l'immense chance d'être en partenariat avec la Nef. Et vu qu'on parle d'un modèle économique différent, je voudrais juste parler une petite minute du partenaire qui permet de payer tous les gens qui font cette vidéo incroyable. Et le super décor. Vous avez vu cet incroyable décor ? C'est fait par Fuchsia, une créatrice incroyable. Et c'est des anciennes montagnes russes, un parc d'attractions qui est en décadence. Bon... La Nef, c'est une société coopérative, c'est-à-dire que le but de leur entreprise, ça n'est pas faire du profit. On en a déjà parlé avec Timothée Paric, qu'on embrasse très très fort. Non, mais pour les souvenirs, voilà. Aïe, je me suis déconcentrée toute seule. Leur but n'est pas de faire du profit, leur but, c'est d'avoir une utilité sociale. Donc j'ai une petite question pour toi, Salomé. Ta banque t'a-t-elle déjà demandé ce qu'elle pouvait faire de ses bénéfices ? Non. La Nef, si. La Nef, c'est une coopérative bancaire éthique. Elle discute avec ses sociétaires, c'est-à-dire les gens qui ont acheté des parts. Moi, j'ai acheté des parts. Et j'ai pu décider cette année, par exemple, ce qu'on allait faire avec les bénéfices. Alors moi, j'ai proposé des putes et du champagne. Mais ça n'a pas été accepté. Et je sais, on dit pas, puce, laissez-moi tranquille. Et si ça vous intéresse, vous pouvez applaudir, ou pas, hein, vous avez le droit de dire non aussi. Ouais. Dans cette deuxième partie, Salomé, on va parler des vies qu'on pourrait avoir sans ces mythes ancrés dans notre cerveau. Dans ton livre, Sois jeune et tais-toi, qui vient d'être édité à la petite biblio Payot, alors parce qu'il y avait une autre édition avant que j'ai lue qui était incroyable, mais là c'est une nouvelle édition. Qui a raté cette information à Paris, puisque tu es partout dans le métro, beaucoup plus que moi, ce qui me rend très jalouse, mais c'est moi qui paye mes propres affiches, donc ça va, j'ai pas trop le seum. Ça coûte très très cher. Donc dans ton livre dont on pourrait parler pendant des heures, tu mets le doigt notamment sur des succès de dystopie inquiétantes. Donc en gros, les films catastrophistes sur le futur de notre humanité, ils cartonnent, genre Hunger Games, etc. Et tu cites Mark Fisher qui dit « On préfère envisager la fin du monde plutôt que la fin du capitalisme. » Heureusement, il y a plus de saison qui a à peu près le même budget que Hunger Games.
pour imaginer la fin du capitalisme. Dans cette deuxième partie, on va se concentrer sur ce à quoi ressemblerait notre monde sans toutes ces idées véhiculées par certains médias. La méritocratie. Pourquoi est-ce que c'est important d'expliquer que la méritocratie n'existe pas? Et ce serait quoi un monde où on arrêterait de croire en la méritocratie? Mais ça, c'est vraiment un des mythes les plus tenaces, y compris chez les classes les plus défavorisées, ce qui est complètement absurde. C'est l'idée qu'on pourrait y arriver, en tout cas à s'élever socialement par la seule force de sa volonté, le fameux quand on veut, on peut, qui va complètement à rebours de l'ensemble de la sociologie, des travaux économiques sur le sujet, qui nous montrent que non seulement la méritocratie n'a jamais existé, il y a toujours eu des personnes qui ont été beaucoup plus favorisées que d'autres. Il y a toujours eu des mécanismes de reproduction sociale qui ont été documentés par Pierre Bourdieu, dont tu regardes les conférences. Mais fan, quand tu étais brimé. Au Collège de France, ça m'excite rien que d'y penser. Donc, blague à part, évidemment, c'est la base de tout ça. Mais en plus, en France, ces dynamiques sont en train de s'accentuer. C'est-à-dire que nous sommes de plus en plus dépendants, au fur et à mesure que le temps passe, de notre origine sociale. Nous sommes plus dépendants, la génération de 2024, de notre origine sociale, que ne pouvait l'être la génération de nos parents ou de nos grands-parents, notamment en termes de transmission du patrimoine et d'héritage. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Dans les années 70, environ 35% de ce que vous possédiez, vous l'aviez hérité. Aujourd'hui, on est à 60%. Donc en fait, vous avez beau travailler tout ce que vous pouvez, déjà, vous n'accédez pas aux mêmes études, vous n'accédez pas aux mêmes professions en fonction de votre origine sociale à cause des fameux mécanismes de reproduction sociale liés, je ne vais pas vous faire un cours, mais le capital social, économique, culturel. Mais en plus, de toute façon, vous ne pouvez pas rattraper le retard que vous avez pris, à part quelques rares exceptions, sur ceux qui ont hérité, sur ceux qui sont arrivés dans la vie avec beaucoup. Et plus le temps avance, plus ce patrimoine se concentre. C'est-à-dire qu'on a une petite partie de gens qui héritent de plus en plus et on a une majorité de gens qui héritent de moins en moins. Et ça, c'est vraiment des dynamiques qu'il faut avoir en tête parce que c'est ça qui empêche aussi d'avoir une certaine homogénéité sociale, une certaine mobilité sociale et qui crée beaucoup de frustration. En quoi, et juste sur cette idée, en quoi un monde dans lequel on ne croirait plus à la méritocratie serait plus écologique? En tout cas, il serait plus juste et il y aurait moins de concentration de richesse et peut-être moins de super riches qui font brûler beaucoup de kérosène au cours de leur vie quotidienne, parce qu'on rappelle, et ça a été dit ici par Camille Etienne, que de toute façon, évidemment, que les plus riches sont ceux qui polluent le plus. Donc à partir du moment où on arrête cette course à la richesse, on pourrait aussi avoir peut-être plus de... Je pense qu'en fait, on a plus de démocratie. Je suis en train de réfléchir à voix haute, on m'avait jamais posé cette question. Je pense qu'on a plus je suis brillante, aussi c'est pour ça. De... Modeste, surtout. Non, je pense qu'on a plus de démocratie. Que trop avec des gens de Blast. Il faut traîner avec des comiques. Mais je pense que de manière générale, on revient à cette question de justice sociale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, de toute façon, avoir une transition écologique tant qu'on n'a pas une certaine justice sociale. Ça va de pair, en fait. Et là, ce qu'on a, c'est une accélération de l'augmentation des inégalités. Et c'est aussi un frein, je vais peut-être revenir là-dessus, parce que ça crée de l'extrême pauvreté, le fait qu'on ait une augmentation des inégalités. Et plus on a de pauvreté, en France, c'est 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, ces personnes-là peuvent s'interroger sur la transition écologique. Évidemment, quand vous êtes en train de lutter pour savoir ce que vous allez manger, comment vous allez vous loger, vous n'êtes pas en train de vous poser la question de comment on engage collectivement une transition écologique, ou même comment est-ce que vous luttez pour vos droits premiers. Et en ça, moi, c'est pour ça que je parle beaucoup d'extrême pauvreté, beaucoup de cette précarité, cette augmentation des inégalités, parce que c'est un frein à la pensée collective, je pense. Et le fait qu'on ait autant de gens dans une telle détresse fait qu'on a du mal aussi à se pencher sur ces questions écologiques. On pourrait travailler moins aussi. Tout le monde n'est pas d'accord sur travailler moins. Alors, je vais pas donner mon opinion à moi, mais moi j'ai interrogé des personnes qui disent bah oui, philosophiquement, on s'engage dans quelque chose où on doit ralentir, donc il faut aussi qu'on ralentisse le travail. Ça semble évident que si on travaille trop, de toute façon, on perd tellement en santé, en temps pour sa famille, que c'est même pas rentable, entre guillemets, économiquement. Par contre, il y a aussi des économistes, je pense à la sociologue Dominique Méda, que j'avais reçue sur Blast, qui disait bon, il y a quand même une transition écologique à mener, donc il va quand même falloir beaucoup sortir travailler. les doigts du cul, elle a dit comme ça. Tout le monde, comment? Elle a dit se sortir les doigts du cul. Elle a dit que bien sûr, ce sont ses mots. En tout cas, on doit... C'est pas moi qui le dis, c'est la journaliste. Oh
là, il y a 10 matériaux à bad buzz dans Laisse tomber. Tu travailles combien d'heures par semaine, Salomé Saké? Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup réduit les histoires des 100 heures par Juste semaine. aujourd'hui, parce que c'est vraiment sur la semaine la question. Ça dépend ce qu'on appelle travail. Si t'exclus les réseaux Tu travailles sociaux... plus que 32 heures par semaine. Oui, je travaille plus. Mais que un peu 32 moins heures que par 100 semaine. heures par semaine. Exactement, ça se situe à peu près dans cette Bravo, on fourchette. peut l'applaudir, bravo, c'est bien. Donc, l'ascenseur social n'existe pas. Les vieux décident. Les riches ont les médias. Je caricature. Les politiques, au cas où vous avez pas remarqué, je vais continuer cette voie. Les politiques et les économistes ne veulent pas changer les règles du jeu. Je propose qu'on fasse un petit jeu pour remettre du peps dans tout ça. Tu vois, celui-là, il est trop court, en fait. Ça fout un seum de ouf. Je me suis mal organisée. Quand je lis les commentaires sous les vidéos où tu parles de ton livre sur les jeunes, j'ai jamais été aussi vieille qu'en disant cette phrase. Ton livre sur les jeunes! J'ai remarqué que souvent, on y trouvait un type de personne bien particulier. Le relou. Le relou, c'est quelqu'un, principalement de genre masculin, comme par hasard, qui croit savoir mieux que toi ce que tu sais mieux que lui. Je te propose un petit jeu. Je te dis des affirmations sur les jeunes, avec une voix hyper relou, comme si j'étais le relou, qu'on entend souvent dans la bouche des relous. Vous me dites si je dis pas assez le mot relou. Et tu dois essayer d'y répondre. Et vous, le public, vous avez un rôle très important, puisque vous devez rire comme des beaufs à toutes mes blagues de beaufs. On essaye? Ouais. Attendez, on va s'entraîner. On va s'entraîner du vieux rire gras. Non, vous étiez pas assez réactifs. C'était nul. Allez, on refait. 3, 4. Plus gras, plus... Grattez-vous l'entrejambe en même temps, faites quelque chose. Allez. Dis donc, Salomé Sacoche. Les jeunes, moi j'ai plutôt l'impression que tout ce qu'ils veulent dans la vie, je vais ralentir encore plus mon débit parce que je sens que c'est super ennuyeux. Ennuyant, ça fait mal aux oreilles. Attention, je suis parti pour un monologue d'une demi-heure, je suis en impro total. Je reprends. J'ai l'impression que les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est rien foutre. Et qu'il y a tout qui leur tombe tout cru dans le bec. J'ai failli te faire tomber ma fiche. Il faut se bouger un minimum pour trouver un job, les jeunes. J'ai pas raison? Il y a une personne qui se lasse pas de ce personnage. Alors tu fais écho à effectivement un des clichés les plus répandus sur les jeunes qui voudraient que les jeunes soient plus paresseux qu'avant. Et ça, encore une fois, ça va à l'encontre des chiffres. Donc je vais vous donner 2 chiffres. Déjà, le taux de chômage des jeunes n'a pas bougé depuis les années 90. Donc en fait, les jeunes travaillent autant que depuis les années 90. Par contre, ce qui a bougé, c'est la précarité de leurs emplois. Là, je vais donner un chiffre qui date de 1986. En 1986, on avait 17% des emplois des jeunes qui étaient des emplois précaires. Donc je vois qu'il y a beaucoup de jeunes. C'est vrai que c'est horrible ce mot. Mais en même temps... Toi, tu dis... En plus, tu parles comme une journaliste alors que t'es jeune, donc c'est vraiment des dingueries. Dans le livre, t'es là. Les jeunes, c'est hyper bizarre, genre. C'est une dichotomie. Excuse-moi, je t'ai coupé avec mon langage savant. Continue. Donc en 1986, on avait 17% des emplois des jeunes qui étaient des emplois précaires, à savoir le CDD, l'intérim, enfin aujourd'hui le statut d'auto-entrepreneur. Avant les années 70, il faut savoir que tous ces contrats précaires, ça n'existait pas. C'est-à-dire que nos grands-parents, eux, ils avaient des CDI directs. Ensuite, on a eu 17% qui ont eu des emplois précaires. Aujourd'hui, on est à 50%. Donc, ce qui a changé, et qu'on peut répondre à notre oncle Jean-Michel, il n'y a pas de Jean-Michel dans la salle. On peut stigmatiser les Jean-Michel. Regardez les personnes vieilles. Regardez. Ça... Non, parce qu'une fois, un Jean-Michel est venu me voir après une conférence et il m'a dit qu'il s'était senti stigmatisé. Bon, bref. Donc, on se demande pourquoi. T'avais une comique à côté qui disait « Regardez les vieux !» ou pas? Pour savoir. Non, mais donc, c'est souvent ce qu'ils oublient, en fait, ceux qui nous reprochent de pas travailler, c'est que le travail est plus difficile, et en tout cas plus précaire pour les jeunes d'aujourd'hui. C'était super. Ça m'a donné envie.
Pour qui me prenez-vous? J'allais dire de manger un bœuf bourguignon. Hé, Salomé sa couche. Les jeunes, ils se rendent pas compte que c'est important d'investir dans l'immobilier ou quoi? Moi, à ton âge, C'est terrible parce que pour ce personnage, je dois avoir un double menton et je sens que j'ai pas à forcer tant que ça. moi, à ton âge, j'avais déjà acheté ma maison à Saint-Cloud. Ça revient beaucoup, hein. Ça ne veut pas dire que les jeunes sont moins intéressés par l'immobilier qu'avant, mais effectivement, ils accèdent moins à la propriété. Et ça, c'est lié tout simplement à l'évolution du marché de l'immobilier. Le prix de l'immobilier a complètement flambé ces dernières décennies. Donc, plus ils ont investi tôt, plus ils ont pu obtenir un gain de valeur sur leur maison. Résultat, aujourd'hui, on a plus de 70% des multipropriétaires qui ont plus de 50 ans. Donc, en fait, l'immobilier dans ce pays est détenu principalement par des personnes plutôt âgées. Et pour accéder à cet immobilier-là, eh ben, c'est de plus en plus compliqué. Je vous donne un chiffre. Le prix du mètre carré a été multiplié par 5 rien qu'à Paris depuis les années 90. Donc en fait, nous, quand on arrive et qu'on est jeune et qu'on veut investir, c'est exactement comme si on arrivait à une partie de Monopoly au 10e tour. On peut pas gagner. C'est impossible, à part si on a hérité. Et donc on revient à la question précédente. Merci, Salomon Saké. C'était des rires sincères, là. Hein. Tu penses à quelqu'un en particulier ou pas? Non, je me suis fait rire toute seule. Aujourd'hui, les jeunes, ils veulent plus avoir d'enfants. À mon avis, c'est parce qu'ils veulent que jouer à la Nintendo Wii. Ça leur donne des sales ondes dans la culotte, à mon avis. Elle en dit quoi, la sacoche? Ah là, ça va être ça, la séquence bad buzz. Parce que moi, à chaque fois que je parle d'enfants, ça bad buzz. On comprend pas pourquoi. Alors, tu veux pas en faire une belle petite famille? C'est quand même pour ça que les femmes sont sur Terre. Et ses cheveux longs, ça sert à quoi si c'est pas pour pécho? donc, en effet, il y a une baisse de la natalité. Elle est forte, on peut l'applaudir, franchement, c'est incroyable. Incroyable. Donc, en effet, il y a une baisse de la natalité en France. Ça ne vous aura pas échappé qu'il faut réarmer démographiquement la France. Et donc, ça, c'est lié en partie à, je crois, le contexte, en fait, tout simplement, le contexte économique qu'on a essayé de décrire, cette augmentation de l'angoisse qu'on peut avoir face à la situation géopolitique, à la crise économique, à la situation politique qu'on a en France, et évidemment à la crise écologique. C'est pas du tout la seule cause. Il faut pas se dire que les jeunes veulent plus d'enfants parce que y aurait seulement la crise écologique, mais ça donne pas envie. Et en fait, plus on se documente sur ces questions, moins il est facile de se projeter dans un avenir lointain. Et faire un enfant, c'est précisément se projeter dans cet avenir lointain. Et donc, j'ai eu le malheur, vraiment le malheur de dire dans ce livre une ligne où j'ai dit que moi non plus, je ne me voyais pas avoir des enfants. Et ça a retenu la moitié de la promotion, je pense, on m'a parlé de ça, parce que tout le monde se disait, mais comment ça, elle ne veut pas d'enfants, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, pour des raisons écologiques? Et ça a fait un tollé, mais pas possible, qui montre bien qu'il y a quand même une incompréhension, notamment générationnelle, sur cette question-là, parce qu'on ne tolère pas, bon, je pense que le fait que je sois une femme n'aide pas non plus, mais qu'on ne tolère pas l'idée qu'on pourrait ne pas vouloir procréer dans ce monde-là, et je pense que ça renvoie quelque chose aussi au visage de celles et ceux qui ont participé à façonner le monde dans lequel on est et dans lequel il est encore une fois très difficile de se projeter. Et dans le livre, j'ai trouvé pas mal de jeunes qui étaient tout simplement, c'est pas qu'ils veulent pas d'enfants en soi, parce qu'il y en a qui veulent pas d'enfants du tout, parce qu'ils veulent s'épanouir autrement, mais il y en a qui en voudraient, mais qui se disent la situation est tellement terrifiante que je ne me sens pas capable d'élever un enfant dans ce monde-là. Et moi, j'espère qu'on va trouver les moyens justement de donner un autre monde possible pour que celles et ceux qui veulent des enfants puissent en faire à peu près sereinement. Et là, tout la moitié des commentaires, ça va être, vous voyez bien qu'elle en veut, du coup. Bref. Attendez, je veux juste rajouter, j'ai mis une petite astérix dans le livre, mais déjà dans la première version, où j'avais écrit je peux changer d'avis. Que si jamais je change d'avis un jour. Me cassez pas les bonbons. Vous allez pas venir dire c'est les hormones. Parce que je vous défonce, moi. Je vous
accroche avec un stérilet comme ça. Oh, ça fait mal le cuivre, hein. Oh, coucou. Saloké Samé. Ok, faut faire quelque chose pour l'écologie, mais en attendant, les jeunes égoïstes, ils sont pas prêts à renoncer à leur confort. Qu'est-ce qui répond à ça, celle-ci? Est-ce que les jeunes sont dans le confort aujourd'hui? Bah alors ça dépend lesquels. En fait, il y a plusieurs jeunesses, donc il y a une partie des jeunes, effectivement. Ceux que tu as harcelés pour avoir des interviews. C'est vrai qu'on n'est pas revenu là-dessus. La majorité d'entre eux n'est pas dans le confort. Après, il y en a une partie qui vit encore une fois très très bien, notamment les enfants de Bernard Arnault, auxquels on peut penser, qui eux n'ont aucun problème économique. Et est-ce que les jeunes sont égoïstes et pas engagés? Et en fait, ils ne sont pas moins ou plus égoïstes qu'avant. Et je pense que c'est ça dont il faut vraiment se souvenir. De la même manière qu'en mai 68, on n'a pas eu une jeunesse uniformément engagée pour la même chose, aujourd'hui, on n'a pas une jeunesse uniformément écolo. Par contre, on a des jeunes qui sont majoritairement inquiets pour le climat. Et ça, je pense que c'est une donnée qu'on peut vraiment prendre en compte. Et comme le reste de la population, c'est compliqué de simplement se réfugier dans les petits gestes et de se dire, bah, moi, je vais faire ma part et ça va aller au vu de l'ampleur de la tâche. Et ce qui terrifie beaucoup de jeunes que j'ai pu interroger dans le livre, c'est précisément quand quelqu'un dit mais qui aurait pu prédire le réchauffement climatique, et que cette personne est censée assurer notre avenir et préserver les conditions d'habitabilité de la France. C'est quand on va couper 2,2 milliards d'euros dans le budget de l'écologie alors qu'on est en pleine crise écologique. Et en fait, on en revient à ces questions économiques, et la boucle est bouclée. C'est que tant qu'on n'arrive pas à avoir une politique un peu structurée où on dit aux gens on va faire des efforts ensemble, dans une forme de justice, c'est très compliqué d'exiger des petits gestes, et encore plus des jeunes qui, rappelons-le, on l'a pas dit mais c'est très important, les jeunes sont une minorité démographique dans ce pays. Les jeunes, les 18-29 ans, sont 2 fois moins nombreux que les plus de 60 ans. Donc ils ne peuvent, quand bien même les jeunes ne seraient pas égoïstes et seraient tous ultra engagés, ils ne pourraient pas tout seuls changer complètement la société. Donc c'est vraiment très facile, cette espèce de phrase qui voudrait que les jeunes soient plus égoïstes que les autres. En tout cas, ce livre, Sois jeune et tais-toi. Ton premier livre, Salomé Saké, Sois jeune et tais-toi, il fait du bien. Il fait vraiment du bien parce que y a plein de culpabilité individuelle par rapport au fait que parfois on piétine au port du travail, qu'on galère à être propriétaire et tout. Et ça fait vraiment du bien de lire ce livre parce que tu te rends compte que t'es pas seul dans la galère, qu'il y a des explications qui dépendent pas que de toi, etc., à tes souffrances et à tes doutes. Donc ça fait vraiment du bien de le lire. C'est un peu dur, mais en même temps, tu expliques aussi que les jeunes sont engagés et que c'est pas parce que tout le monde ne vote pas qu'il y a pas d'engagement chez la jeunesse et tout. Donc je vous encourage vraiment à l'acheter. Sois jeune et tais-toi. Dernière question, Salomé Saké, avant de faire le petit final. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux centaines de milliers de jeunes, de nous, parce que même si j'ai plus que 29 ans, j'arrive très bien, quand je mets mon menton comme ça, à ne plus avoir de double menton. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux centaines de milliers de jeunes qui vont regarder cette interview ? Déjà, de ne pas vous laisser abattre, de vous informer sur ce qu'il se passe, sur ce qui vous concerne, et surtout de faire entendre votre voix. Et c'était vraiment tout l'objet du livre, c'était de dire voilà, saisissez-vous de ces paramètres socio-économiques que j'ai essayé de décrire pour faire entendre vos intérêts, pour défendre vos intérêts et pour demander de l'aide. Parce qu'encore une fois, ce livre n'est pas une manière de dire aux jeunes allez-y, changez tout, tout va bien se passer. C'est de dire aussi aux générations précédentes les jeunes ont besoin d'aide, ont besoin d'union intergénérationnelle, et il est légitime de demander de l'aide. Et j'aurais un message sur la fin sur vraiment les questions de santé mentale, parce qu'aujourd'hui c'est particulièrement préoccupant. Quand j'ai écrit le livre, il y avait déjà des problèmes majeurs de dépression, on était vraiment en post-Covid, post-confinement, et il y avait déjà ces problématiques qui avaient percé, mais là ça a terriblement augmenté depuis l'écriture du livre. Aujourd'hui, on a un jeune sur 5 qui souffre de troubles dépressifs. On a le nombre de jeunes atteints de pensées suicidaires qui a doublé en quelques années. Donc on a vraiment des jeunes qui sont dans une très très grande détresse, et c'est à ceux-là que j'ai envie de m'adresser tout particulièrement en disant demandez de l'aide, c'est totalement légitime, nécessaire, et on n'est pas obligé de rester dans cette position-là, mais pour qu'ils puissent demander de l'aide, là je ne m'adresserai pas qu'aux jeunes, il faut pouvoir écouter les jeunes qui demandent de l'aide. Donc je pense que c'est vraiment un mouvement intergénérationnel dont on a un besoin vital aujourd'hui. Salomé Saké, merci beaucoup.
ça suffit là. Non, je rigole. Salomé Saké, c'était incroyable. Souvent, à la fin de Y a plus de saison, on essaye de faire quelque chose qui nous unit tous et toutes. Et ce quelque chose, c'est chanter tous ensemble. Est-ce que ça vous dit? Vous n'avez pas le choix, de toute façon. Moi aussi, je dois chanter? Tu peux chanter D'accord. si tu veux. Tu n'es pas obligé. Donc on va improviser une chanson. Je vous propose qu'on apprenne une phrase musicale ensemble que j'invente tout de suite là. Voilà. Jeune homme, déprime pas. Jeune femme, déprime pas. Jeune homme, déprime pas. Jeune femme, déprime pas. Jeune homme, déprime pas. Jeune femme, déprime pas. Ok, que la moitié, cette moitié-là du public. Désolée pour la personne qui a continué solo. Coup dur. Jeune homme, il déprime pas. Désolée. Désolée. Coup dur. Coup dur. Coup dur pour les gens à fond. Allez. Jeune homme, déprime pas. Jeune femme, déprime pas. Jeune homme, déprime pas. Continuez. Jeune femme, déprime pas. Jeune homme, déprime pas. Jeune femme, déprime pas. Jeune homme, déprime pas. Jeune femme, déprime pas. Salomé Saké là. Ça fait super chelou de dire ça comme ça. Ça fait un peu papa et là. Mais c'est genre c'est pas vraiment ton papa, t'as compris. Restez concentrés, déprime pas. Jeune femme, déprime pas. Salomé Saké. Salomé Saké, merci de remettre en cause la méritocratie. Même si en tant que youtubeuse, c'est quand même la base de mon business de dire regardez, j'ai fait ça toute seule, tous ces abonnés, et tout l'argent il doit être pour moi. Rien que pour moi. Et je vais même pas payer l'équipe de tournage ce soir. Ah non, pardon. Ça, je vous le dirai après. On en a parlé parce que j'ai des problèmes de trésorerie, parce que la nef a pas tant payé que ça. Je pars en Salomé Saké, ça m'a déprimée de voir que j'allais pas vraiment hériter. Et en même temps, ça m'a rassurée de me dire que c'est pas ma faute, ou pas que ma faute, et qu'ensemble, peut-être on vit les mêmes réalités. Merci Salomé Saké, bravo. Merci. Bravo à toutes les équipes techniques, s'il vous plaît. Bravo à Salomé Saké. N'hésitez pas à acheter son livre incroyable. Sois jeune et tais-toi. Un grand merci à la Nef d'avoir sponsorisé cette vidéo et ce spectacle. Et je vous embrasse, faites attention à vous, merci beaucoup.